13h, 14h. Les réussites de la diversité sur Beurre FM. Troisième et dernière partie de cette émission, les réussites de la diversité sur Beurre FM, en compagnie de Khalid et de Yanis, qui est suppléant de la députée Sira Silla sur la 4e de la Seine-Maritime, en l'occurrence celle de la région d'Elbeuf. Alors, justement, j'arrive à cet engagement, mon cher Yanis. Comment tu t'es retrouvé sur la liste de Sira Silla ? Alors, c'est un cheminement. Parce que toi-même, puisque tu es du Modem, on sait que le Modem s'est allié avec, à l'époque ça s'appelait le mouvement En Marche avant de devenir la République En Marche. Tout à fait. Alors, comme je l'avais expliqué précédemment, j'ai fait campagne 2 ans avec Alain Juppé. Quand Alain Juppé a perdu, pour moi il était hors de question de soutenir François Fillon. François Bayrou ne s'étant pas présenté, la seule option logique qui se présentait pour moi c'était Macron. Je savais que j'allais voter pour Emmanuel Macron. Je me suis donc intéressé à son programme. J'ai vu qu'il n'y avait pas une grande différence avec ce que j'avais défendu avec Alain Juppé, si c'était la personnalité qui changeait. Et donc François Bayrou a soutenu aussi donc Emmanuel Macron, comme vous le savez, pendant la présidentielle. Après quoi, on a fait alliance Modem et En Marche pour les législatives. Et donc on cherchait des candidats. Pour la 4e circonscription, il a été demandé au Modem de suggérer des idées de candidats. Et c'est Richard Lecoeur, le président du Modem Seine-Maritime, qui a proposé Sira Silla, l'ayant rencontré pendant la campagne législative et le contact étant bien passé. Il a proposé Sira Silla comme candidate pour la députation en Seine-Maritime et il m'a demandé si je serais partant pour être donc en tandem avec elle pendant cette campagne et peut-être pourrais-je lui faire profiter de mon expérience aussi en campagne puisque j'avais fait campagne 2 ans pour Alain Juppé et c'est comme ça qu'en fait ça s'est enclenché et c'était le début d'une belle coopération avec Sira Silla qui donc vous l'avez présenté dans une précédente émission, une jeune avocate issue de la diversité, d'une famille nombreuse. C'est une battante qui a beaucoup de mérite et je dois le dire, elle fait aussi les frais de beaucoup d'inimitié dans une circonscription qu'on appelle quand même le fief de Fabius, la Fabusie, voilà, avec des élus qui parfois sont républicains. Ouais, parce que c'est fort ce qu'elle a fait. Ouais. Démystifier la 4e, c'est énorme. C'est le cas du inattendu, siècle. Oui, c'est le cas du siècle. Inattendu. Ouais. Et ça fait beaucoup d'agitation chez les socialistes. Et donc, il faut le dire, les socialistes n'ont pas toujours été très accueillants vis-à-vis d'elle. Et parfois même, il y a eu des coups bas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle a cette force de caractère aussi de rester droit dans ses bottes, fidèle à ce qu'elle est. Et je pense qu'elle inspire beaucoup de jeunes aussi, parce qu'elle symbolise plus que ce qu'elle est vraiment. Donc c'est une députée qui a du mérite, qui a de l'engagement, qui travaille beaucoup. On lui reproche de ne pas être suffisamment à l'Assemblée, mais en vérité elle travaille beaucoup sur des projets périphériques. Par exemple, elle est partie ce matin même, elle m'a envoyé un message à 6h du matin, parce qu'elle prenait l'avion pour le Sénégal, donc elle porte une mission proximité avec l'Élysée sur la francophonie et sur l'éducation, puisqu'il y a un vrai enjeu entre l'Afrique et l'Europe sur le volet de la formation. Tout à fait. Face à cet engagement dans lequel, Yanis, tu t'es engouffré, tu t'es dit, maintenant, la politique va devenir un petit peu un dada pour moi. Est-ce que, concrètement, en ayant découvert l'engagement, tu veux te pérenniser dans la politique, ou bien c'est une étape intermédiaire parce que tu ne veux pas faire de la politique un métier, contrairement à certains qui restent, on va dire, les deux pieds, le corps entier sur une chaise sur 30-40 ans. Première chose, j'ai pas envie d'utiliser une expression, vous voyez de quoi je veux parler, mais bon, tout le monde l'aura compris. Absolument. La politique, déjà, pour moi, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est le prolongement logique de mon engagement associatif. Ensuite, ce que je souhaite dire, c'est que moi, j'ai une situation professionnelle, puisque je suis suppléant de Sira Silla, effectivement, mais je suis aussi, j'ai un métier dans la vraie vie, je suis consultant dans le digital. Donc je conseille notamment des entreprises, des administrations à effectuer leur transition vers le numérique. Et c'est un sujet qui est important aussi politiquement. Moi, mon relation avec la politique, c'est une relation d'utilité. Tant que je serai utile à faire quelque chose, eh bien, j'essaierai d'avoir un engagement utile pour les autres. Il peut être politique, il peut être autre. Et quel que soit mon engagement politique, je suis toujours aussi proche de la société civile. L'engagement d'un suppléant, puisque la députée, à la preuve, donc, tu nous dis que c'est vrai qu'elle participe à plusieurs missions, bien sûr, initiées ou par la présidence ou par le chef du gouvernement, le Premier ministre en l'occurrence. Est-ce que justement, pendant l'absence de la députée titulaire, le suppléant joue le rôle au cas où il y aurait des demandes de citoyens ?
Alors oui, justement, en tant que suppléant, la seule chose que je ne peux pas faire, c'est siéger à l'Assemblée. D'accord. En dehors de quelques cas qui sont prévus par la Constitution. Oui. Par exemple, si la députée devient membre du gouvernement, là, dans ce cas-là, je deviens député de plein droit. De plein droit, Ouais. pendant la période de gouvernement, puis je reviens à ma place quand elle a fini son mandat. Très bien. Voilà, en dehors de ces cas-là, ça dépend beaucoup de la bonne entente entre le député et le suppléant. En ce qui nous concerne, Syrah et moi, on a toujours fait un très bon tandem. Et donc, mes rôles, c'est assister à des réunions, par exemple, quand Syrah n'est pas disponible. Moi, je pose des jours de congé dans ces cas-là, et je vais la remplacer, que ce soit des cérémonies officielles, des réunions de travail, des événements publics, et j'ai aussi un rôle de conseil. Souvent, elle sollicite mes conseils sur des sujets où elle estime que je suis assez pertinent. Des fois, je la conseille aussi de manière plus générale. On se voit de temps en temps du côté de l'Assemblée ou bien en circonscription pour discuter aussi des dossiers qu'elle a en cours. Et elle sollicite mon opinion et mon avis, mes réflexions sur des sujets. Et on forme un vrai tandem, et je pense que c'est important aussi, autant pour elle que pour moi, d'être soutenu dans cette configuration un peu particulière que j'ai évoquée précédemment. Moi, je voudrais revenir sur cette notion d'utilité que tu évoquais tout à l'heure. C'est vrai que là, au moment, on a fait pas mal d'émissions avec une nouvelle génération, comme Abdelkrim Marchani ou Que je Syrah connais très Silla, bien. que tu connais certainement. Et en fait, on voit que dans leur état d'esprit, ils veulent pas avoir le pouvoir pour avoir le pouvoir, mais ils se disent, voilà, nous, on a eu un engagement associatif, on a fait des choses à titre bénévole pour la société, pour le bien de la société, et là, on voudrait agir à plus grande échelle pour donner plus aux Français, plus au peuple français, et que si on veut être élu, c'est pour apporter des choses, mais si on n'apporte rien, dans ces cas-là, ça sert à rien d'être élu. Donc, je pense qu'il y a un paradigme qui a changé, qui n'est plus le pouvoir pour le pouvoir, mais on veut aider, on veut servir la France, on est d'origine maghrébine, on est et on veut servir la France, et c'est pour ça qu'on veut s'engager dans la politique. Est-ce que c'est dans ce sens-là que toi tu vois les choses ? Non. À bien des égards, je considère Abdelkrim Marchani comme un grand frère. On a cofondé ensemble un think tank qui s'appelle le Club Essel, du nom de Stéphane Essel. Tout à fait. Donc il a été le président fondateur, moi j'étais le secrétaire général à ce moment-là. Et donc ce club de réflexion politique avait été fondé sur une modalité pluripartisane. Je suis pas un terme d'apartisan, mais là on assumait, chacun des membres assumait sa diversité politique. Donc, moi j'étais pas encore modem à l'époque. De gauche, Exactement. Centre, peu importe. Et la question c'était qu'est-ce qu'on allait faire ensemble, notamment pour les quartiers sensibles. Voilà, on vient tous des quartiers, on est tous d'une diversité, etc. Malgré nos divergences politiques, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble ? C'était ça la question de départ. Et on vient tous aussi du milieu associatif. On a tous eu un engagement associatif profond. Et la politique était un peu le prolongement naturel de cet engagement. C'est-à-dire que quand on est associatif, on fait des choses avec les moyens qu'on arrive à avoir et les personnes qui nous entourent. Mais il y a toujours une barrière à un moment où on se dit on est tributaire des bonnes volontés des pouvoirs publics en termes de subventions, en termes de ceci, cela. Et du coup, le fait de passer le cap de la politique, c'était aussi une question de prendre les rênes et de matérialiser concrètement des politiques publiques. C'est beaucoup moins le cas pour un rôle de député, puisque en tant que député, on n'a pas de budget propre pour la commune ou de personnel pour ça. Donc quand on est sollicité par des gens sur le terrain, ce qu'on fait en général, c'est qu'on écrit un courrier aux autorités compétentes donc pour appuyer les citoyens. Souvent ça marche. Parfois les politiques par sectarisme ne donnent pas suite, ce qui est dommage. Oui, parce que entre le député et le maire, deux étiquettes différentes, donc ça crée ce qu'on appelle des tensions, et du coup, voilà. Ou des conflits d'intérêts. Je te tire une balle, tu me tires une balle. Des tensions parfois inutiles. Et oui, c'est j'ai envie de dire ça qui est dramatique. C'est très dommage. Ça ne sert à rien. Mais peut-être qu'il y a cet état d'esprit qui est un peu perdu, c'est-à-dire l'intérêt général. Oui. C'est-à-dire que qu'on soit député, maire dans un même territoire, si on a toujours à l'esprit cet intérêt général, il ne peut pas y avoir ces disputes, parce que de toute façon... Alors, je ne veux pas dire que les maires, quels qu'ils soient, n'ont pas à l'esprit l'intérêt général. Je pense qu'ils sont animés par un intérêt général. Mais des fois, ils se sentent bousculés par des nouveaux entrants. C'est le cas pour Syrah, c'est le cas pour moi. Et parfois, la peur génère des comportements un peu aléatoires. Ouais, il va me piquer ma place. Façon de parler. Ce sont des questions qui traversent l'idée de certaines personnes, effectivement. Et Que certains nous, on maires... peut se permettre de relayer à l'antenne. Certains maires que j'ai connus depuis très jeune, de par mes engagements associatifs, de par mon passé sportif, puisque j'ai aussi fait du sport, j'étais champion de France de Kung Fu en 2005, avec un excellent professeur à Elbeuf, un des plus gradés d'Europe, 7e dan de Kung Fu. Donc voilà, je pense que des fois il y a des tensions inutiles qui ne contribuent pas à l'intérêt général. J'espère apporter une contribution juste et efficace pour le bien-être des citoyens. Alors c'est vrai comme ça dans un territoire dans lequel on a
un député. Chez vous, c'est plutôt une députée. Sierra me disait que ça englobe 21 communes. Oui. Donc ça veut dire qu'on a affaire à 21 maires Oui. de différentes étiquettes. Oui. Pas forcément tous le même bord. On a aussi des sénateurs Oui. qui gèrent aussi d'autres territoires. Comment on arrive à relier tout ça, sachant qu'il y a toujours, comme on l'a dit, ces petites tensions, ces divergences. Des fois, écoute, moi je donne pas de permanence. Je n'ai pas de local pour assurer la permanence du député, parce que la mairie Intel ne me donne pas un local adapté, etc. Concrètement, Yanis, comment ça se passe quand on a affaire à tous ces responsables politiques? Eh bien, on fait avec. Il y a différentes échelles. Eh bien, on fait avec. Figurez-vous que au tout début du mandat de Sierra Sylla, il y a eu la question des ordonnances pour la réforme du Code du travail. Ouais. Il se trouve que Sierra est de profession avocate en droit du travail et qu'elle a beaucoup travaillé avec Muriel Pénicaud sur ce sujet-là. Et elle a voulu naturellement aller vers les citoyens dans la circonscription, ville par ville, pour expliquer par pédagogie ce qu'impliquait cette réforme pour leur quotidien, pour leur employabilité, etc. Eh bien, beaucoup de maires ont tout fait pour empêcher la tenue de ces réunions publiques, soit en fermant les salles publiques, soit parfois en envoyant des signaux à des personnes privées qui pouvaient accueillir ces manifestations. Et on s'est retrouvé à faire des réunions publiques en plein air, sous la pluie, avec néanmoins des gens qui assistaient parce que c'était intéressant pour eux, avec des questions souvent très franches des gens qui exprimaient leurs inquiétudes, et c'était le but de l'opération. Nous, on voulait par transparence que les gens expriment leurs inquiétudes, pouvoir leur expliquer et les rassurer. Voilà. Parce que beaucoup d'inquiétudes venaient de choses qui étaient passées sous le précédent quinquennat. Et il fallait expliquer qu'en fait, finalement non. Même des fois des syndicalistes d'ailleurs qui n'étaient pas forcément au fait des amendements, etc. Ça c'est un bon exemple. Les permanences, on est un peu bloqué par rapport à ça. On aurait aimé avoir une permanence dans chaque ville, on pourrait faire des rotations. Mais certains maires ne sont pas prêts à jouer le jeu. D'autres maires sont beaucoup plus accueillants, il faut quand même le souligner. Tous ne sont pas sectaires. Et pour revenir peut-être un peu à un de mes mentors politiques, Alain Juppé, je me souviens il y a plusieurs mois, François Hollande est venu à Bordeaux. Et qu'a fait Alain Juppé? Eh bien Alain Juppé a réservé un accueil spécifique à François Hollande en tant qu'ancien président de la République. Et c'est ce genre de personnes que j'admire pour leur respect de la République par-dessus les considérations partisanes. Et je pense que ça ne ferait pas de mal à ce qu'on ait aussi ce mode opératoire chez nous. Moi je voulais revenir sur un point qu'on évoque assez régulièrement, c'est la laïcité. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Yanis? Comment toi tu perçois la laïcité? Alors, la laïcité, c'est un thème qui m'est très cher, puisque c'est un thème que j'ai défendu dans mon cadre associatif, dans mon coexister. Coexister est un des mouvements qui, sans doute, le plus porte cette vision fidèle à ce qu'est la laïcité. Donc, la laïcité qui est théorisée par la loi de 1905. 1905, il y avait un combat, entre guillemets, entre Émile Combes, qui avait une vision très anticléricale de la laïcité, et d'autre part Aristide Briand, Jean Jaurès, Ferdinand Buisson, qui porte le nom du lycée où j'ai été. Et donc cette vision plus dans l'esprit d'apaiser, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun puisse croire ou ne pas croire en Dieu, puisse pratiquer son culte en toute liberté. Et en fait la laïcité, c'est la liberté de pratiquer son culte et pas la volonté de vouloir interdire des gens de pratiquer leur culte et inhiber les gens. La seule limite, on va dire, c'est le respect de l'ordre public. Voilà, personne ne peut prétendre par sa religion attenter à la sécurité, au bien des individus. En dehors de ces considérations-là, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et plus que ça, dans mon engagement associatif, on a essayé de promouvoir le fait, donc la coexistence active, que on ne se contentait pas d'habiter les uns à côté des autres dans l'indifférence, mais justement de faire ensemble, de faire cohésion. Donc pour moi, la laïcité, c'est une vraie opportunité de créer de la cohésion, et on sait que notre société en a besoin. Naturellement, après les drames qu'on a pu connaître successifs en France, la société française a plutôt bien résisté aux tentations diaboliques, on va dire, de la division, et a plutôt su bien résister, et un peu de cohésion ne fait pas de mal à la société, c'est ce que je pense. Très bien, donc je vous le rappelle, notre invité, c'était Yanis Khalifa, député suppléant de la 4e circonscription de Seine-Maritime. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Beurre FM. Merci Monde, c'était un plaisir.